Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce moment qui est un des temps forts de l'édition. Euh, Ce moment qui vient un peu ponctuer la rétrospective que nous consacrons cette année au cinéma de Adir Queiroz et Joana Pimenta. Nous sommes vraiment ravis, encore une fois, que vous ayez accepté de nous confier vos films pour les présenter voilà, pour la première fois ensemble à un public français. Je crois que la rencontre a été très forte pour vous. Ce moment donc est un moment qui nous permet, qu'on veut toujours consacrer dans ces rétros un temps un peu plus long à déplier l'analyse, au dépli de l'œuvre dans le cadre d'une masterclass. Et nous sommes vraiment, vous avez la chance, je crois, aujourd'hui, puisque la masterclass va être conduite par la personne qui connaît le mieux, au moins en France et évidemment au-delà de la France, je pense, le travail d'Adirley et Johanna. C'est Claire Alouche. Je vous demande d'applaudir très chaleureusement ces trois personnes. Claire est membre du comité de rédaction des Cahiers du cinéma, donc elle est critique, elle est enseignante-chercheuse à Paris 8 et elle achève une thèse de doctorat sur la périphérisation de la fiction dans le cinéma argentin et brésilien. Donc évidemment, vous imaginez bien que l'œuvre d'Adirley que Adirley et Johanna mènent ensemble est au cœur du corpus de sa thèse. Voilà, donc merci beaucoup Claire d'avoir accepté l'invitation. Et merci à Sylvie Debs de nous rejoindre aussi pour assurer l'interprétariat de cette masterclass. À vous de jouer. Un immense merci Cyril pour ton chaleureux accueil et pour cette invitation qui m'a évidemment ravie. Mais avant toute chose, j'aimerais vous demander de réapplaudir et réaccueillir Adirley et Johanna. Un immense merci à vous pour votre présence, votre travail, votre disponibilité et votre générosité. Vous étiez sur le front de 2 tournages simultanés juste avant de venir. Vous étiez littéralement dans le feu de l'événement. J'en profite aussi pour remercier l'intégralité de l'équipe du FID pour le travail mené pour rendre ce cycle possible, vraiment important. Le cinéma d'Adirley et Johanna est fondamental au Brésil aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas l'ombre d'un doute à ce sujet, mais il fait aussi et surtout partie de l'histoire contemporaine du cinéma mondial. Donc c'est une joie de pouvoir l'apprécier ici dans son intégralité, enfin sa quasi-intégralité pour le moment, mais en sachant aussi qu'il y a beaucoup de films à venir et que c'est ça qui nous enchante. Et en ces temps sombres, dans le marasme actuel, vos films nous donnent beaucoup de force. Et le titre que vous avez donné, l'équipe du FID, Chant et Flamme, est très beau, très éclairant, nous donne beaucoup d'espoir. Donc merci beaucoup. Les temps actuels sont difficiles, mais on a au moins la chance d'être les contemporains de votre cinéma. Et ça, c'est une immense joie. Et de l'équipe du FID, je voulais aussi remercier beaucoup Rocco et Rémi à la technique et toute l'équipe là, qui vient d'installer ce qui rend possible cette masterclass. Merci beaucoup d'avoir rendu possible la projection d'extraits qu'on aura. Et je remercie à mon tour Sylvie Debs, qui pour le moment est un peu dans l'ombre en train de murmurer des mots en portugais à Adirley Queiroz, mais qui est un être de lumière, qui outre l'interprétation aujourd'hui est aussi chercheuse, a écrit un ouvrage fondamental sur le cinéma et la littérature du certain. Il est aussi la traductrice de textes très importants du portugais vers le français, dont l'essentielle révision du cinéma brésilien de Glauber Rocha, qui est paru il n'y a pas si longtemps. Alors, peut-être, ah oui, et on a oublié de dire que les 6 et 7 juillet, les films d'Adirley Queiroz et Joana Pimenta, une partie en tout cas, 3 films seront montrés à la Cinémathèque française, donc à Paris. Donc voilà, si jamais vous poursuivez votre trajectoire estivale du côté de la capitale, même si là on va démonter la capitale brésilienne, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller les voir ou en tout cas en parler autour de vous. Et une première... alors, on a préparé des extraits, il y a des questions, vous inquiétez pas, Johanna Adirley. Mais une première question ouverte, est-ce qu'il y a d'emblée un chant ou une flamme que vous voudriez partager avec nous, après ces journées passées à Marseille? Après cette longue présentation, que quand même le premier mot soit à vous. Je vais essayer de parler en français. Mon français, c'est pas très bon, donc vous me dites si vous ne comprenez pas, mais on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je crois que vous avez vu les films, donc on voudrait avoir du temps pour des questions aussi. Donc je crois que comme ça, on coupe la traduction, le temps de traduction.
Non, ça seulement. J'ai pas de chanson et pas de flammes. Nous étions au tournage, on sommes venus de Sertão au Brésil. Donc, on a fini et on s'est monté à l'avion. Nous sommes vraiment ravis d'être là et seulement pour remercier au FID de faire cette rétrospective de notre travail et vous remercier, Claire et Sylvie, d'être là aujourd'hui. Tens uma canção? Uma chama? Direi peut-être une chanson. Só sou Roberto Carlos, né? Só sei, eu sou outro Roberto Carlos, então é melhor não, né? Alors, si je devais chanter, ce serait du Roberto Carlos, donc je préfère m'abstenir. Não tem uma Point. canção. Alors on part pour une première question officielle et pour une immersion dans le territoire qui vous réunit et qui est à la fois un territoire géographique, politique, mais aussi et surtout cinématographique. On va bientôt voir un extrait d'un long métrage, d'un film que chacun de vous avait réalisé de manière individuelle qui se passe en partie à Brasilia. Donc on va voir un fragment de La Cidade de Umaçu, le premier long métrage réalisé par Adirley Queiroz à l'heure où Johanna et Adirley ne se connaissaient pas encore et ne travaillaient pas encore ensemble. Et donc pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un film qui a été réalisé grâce à un fonds qui était dédié initialement à fêter le cinquantenaire de Brasilia par des films qui revisiterait de manière plutôt glorificatrice l'histoire de la capitale. Et Adirley a écrit un projet qui allait dans le sens de l'appel à financement, mais ensuite il a complètement profané cette proposition, il allait plus loin que la désacralisation, il a vraiment profané. Et donc l'extrait que vous allez voir, il y a un extrait particulièrement intéressant, parce que c'est l'un des rares moments du film. Alors le film relate surtout l'histoire de Ceilândia, qui est la ville satellite dont est originaire Adirley Queiroz et qui a été fondée par les ouvriers expulsés de Brasilia au début des années 70. Et donc dans l'extrait que vous allez voir le personnage de Gildo qui se présente comme député aux élections au parti de la Correia Nacional, qui est conduit par son allié de campagne électorale, Zé Bigode, qui est un promoteur immobilier véreux. Et donc c'est un moment où les deux hommes qui sont natifs de Ceilândia viennent de faire campagne au centre de la ville et se retrouvent à dériver en voiture dans Brasilia. Ça, ce sera le premier extrait que vous allez voir. Et le deuxième extrait à la suite, c'est le début magnifique de Campo de Aviação, un chant d'aviation de Johanna Pimenta, que vous avez pu voir ces derniers jours et qui se passe en partie à Brasilia et en partie pas. J'en dis pas plus, on aura l'occasion d'en parler. Et donc l'idée, c'est de partir de Brasilia, mais de partir d'un contre-champ de Brasilia, en tout cas de la proposition de réagencer Brasilia. L'idée de commencer avec l'histoire de Brasilia, c'était vraiment de repenser ce que c'est que donner corps sur un plan cinématographique à une ville. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de l'histoire de la construction de Brasilia, Brasilia a été construite selon un plan pilote qui a été dessiné par Lúcio Costa et ensuite l'architecture a été bâtie par Niemeyer, Oscar Niemeyer. Et en fait, ce qui est absolument passionnant dans l'histoire de la construction de Brasilia, qui a été inaugurée en 61 et qui était considérée comme le sacre de la modernité, c'est qu'en fait, la ville avait une imagibilité imposée, que c'est très difficile de réussir à filmer des lignes de fuite dans cette ville. Et votre cinéma, c'est pas seulement de tracer des lignes de fuite, c'est de proposer quelque chose qui va au-delà de ce plan, qui est le plan pilote. Voilà, donc on va s'immerger dans la Cidade de Umaçu et ensuite un chant d'aviation et ensuite parler de ce travail.
Sim. Você tem que ter mais tempo para sua campanha, rapaz. Tem que investir um pouco mais. É, meu amigo, mas aqui aí... tá cheio de gente que pode, ó, é 1 voto, 2 votos, 3 votos, você tem que ganhar uns votinhos aqui. Tal do faxineiro, Embaixo desses prédios aqui tá cheio de faxineiro. povo da... Tá cheio de gente arrumando portaria, carro. né? Pois é. Camareira arrumando apartamento aí, que se você falar é voto. Mas é aquilo, é 2 sentidos aqui. Tem que assar meio, tem que fazer campanha, tem que... Não sei quem que falou que 2 sentidos não assava meio, mas tem que assar nessa porra. Tem que ir lá na faxina e tem que fazer campanha. Ó, um prédio desse aqui não tem preço mais aqui. É, No centro de Brasília aí não onde tem é que preço conta mais. dinheiro, mas aí pra dentro, aqui é mais... Quem comprou um lote aqui, construiu um prédio aqui, tá rico pro resto Aqui da é o vida. famoso na base do ar-condicionado aí, né? Mais pra cá, né? É tudo prédio. Nós tossindo seco e eles tossindo molhado, porque tem aquele vapor lá dentro, né? Dentro da sala. É... Eita, cunhado, nós parece que tá entrando pra debaixo agora. É, vai nós entrando, vamos entrar dentro, cunhado. E aqui parece que não tem saída pra voltar, aqui não volta não, é só isso. Eita, pô. E o povo aqui escreve nas paredes aqui e acolá. O poder popular diz que é debaixo do chão, aí fudeu mesmo. Ó, ainda tem escrito aqui embaixo. Cunhado, nós tá aí de noite já, que porra é essa? Ele tá debaixo da terra. Eita, desgrama, virei foi minhoca também, né, você? Cuidado com o buraco do tatu, pra você não botar a mão, cunhado velho. Vamos sair da invasão, a cidade é uma só. Você que tem um bom lugar pra morar, nos dê a mão, ajude a construir nosso lar. Para que possamos dizer juntos, a cidade é uma só. Você vai participar. Porque a cidade é uma só. O Ebo Verde lá parecendo uma anunciação. Eu sinto lhe informar, cunhado, mas tá perdido. Você não sai dessa Mas porra. será não. os impossíveis mesmo? Rapaz, o cara tinha síndrome de tatu, cavou um monte de buraco aqui, Ele deve ter chamando de feito uma tesourinha, casinha né? pra ele lá em cima de um pau e ficou lá, né? A casa Cheio de ventilada, tesourinha aqui. ventilada em riba, embaixo, do lado. É mais outra tesoura, mais outra lombra. Mas não dá pra torar pra ali, não? A gente achar uma alma viva aqui, a gente pergunta, né? Vamos deixar o carro numa beira assim, escalar esse barranco aí. Será que nós não sai? Não é possível, gente. Ah, régua. Vai nós regundando de novo. Ah, mas... Uai, cunhado, nós tá o quê? Nós tá vindo a Redemoinho, que desgraça que nós faz. Naquela roda lê aqui, a placa vira pra Maria mim Escambau. aí, Dildo, Ei, porra! cadê? Tô Eu não perdido vendo, aqui, vamos torar rapaz. assim, vamos Ué. torar assim pro lado, não. Ei, cunhado, vamos entrando assim. Ah, mas agora já é 215, agora já é 400, agora tem 16. Não, é aqui que vamos sai, passar agora. pra 120, agora o que é isso? Deve ter um lugar aqui, peraí. Concentrar aqui, peraí. Não, tem uma Concentrar luz que não aqui. acende. Lê a placa, lê Outra aquela entrada placa ali, lá pra ali mim, vem aquela placa fazer lá. agora vem fazer. aquela placa Ali lá tá pra dizendo mim. que não pode entrar carro não, que pô, tem um risco. Olha lá, o cara Domingo entrou. e feriado Olha lá, não pode olha lá, entrar carro, tá sai de lá. dizendo que não. A saída é lá, peraí. Acende lá. Não, mas rapaz, aqui vai ver, torar, aqui é senão- perigoso, mano. Como é que sai daqui? Como é que sai daqui?
nous avons eu un chant et de flammes. Ça commence bien. Dans ce rapport d'image, ce qui m'intéressait, c'est comment chacun de votre côté, vous mettez en crise la spatialité de Brasilia, à Dirley, avec une scène ironique où là vous voyez l'architecture des routes propres à Brasilia avec ce qu'on appelle les tesourinhos, qui sont les ciseaux. Et en fait, dans l'iconologie de Brasilia, dans beaucoup de films qui ont été réalisés, notamment à la demande de l'État brésilien dans les années 60 pour glorifier la ville de Brasilia, il y avait toujours des travelling automobiles qui montraient à quel point on roule bien dans Brasilia et qu'on pouvait faire les plus longs travelling automobiles du monde. Et donc évidemment, c'est cet imaginaire et cette image-là que Adjerley met en crise. Et dans Campo de Aviação, Johanna, tu proposes un rapport d'image qui crée un territoire qui nous fait sortir du rapport terrestre, du relief de Brasilia, en mettant en rapport la ville de Brasilia avec l'île de Fogo au Cap-Vert. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de cette mise en crise de Brasilia, de ce que ça a engagé tout de suite de rapport à l'image pour vous dans ces deux films, et comment cette mise en crise s'est reposée au moment où vous avez réalisé ensemble Era uma vez Brasilia, puisque Johanna, vous avez signé l'image, et que c'est un film où les monuments du pouvoir de Brasilia sont souvent filmés de loin avec des jeux de mise au point. Oui, je peux dire, je vais dire quelque chose sur ça. Je crois que quand on s'est fait connaissance, Adjerley m'a demandé d'être actrice dans Era uma vez Brasilia. Et il dirige un peu les gens de tout le monde qui est dans le film, comme il dirige des acteurs. Donc on a commencé à faire des choses, on est allé à Brasilia, je n'avais jamais été au Brésil, c'était ma première fois. Et il m'a dit de venir. Je tournais, en ce moment-là, il y a 10 ans, je tournais seulement dans 16, con une Bolex, 16 mm, et je faisais des photos de medium format. Donc, Claire, si j'ai dit des bêtises, tu me corriges. Donc, tout était beaucoup lourd. Et il m'a dit, tu viens à Brasilia, tu vas faire 3 choses pour moi. Tu viens de 1960. Tu es un alienígena, extraterrestre. Et ton spaceship s'est perdu dans l'espace, mais pas dans le temps. Donc, tu es arrivé et tes coordonnées te disaient qu'il n'y aurait rien là, mais maintenant, il y a une ville. Donc, je veux que tu passes une semaine en recueillant du matériel, parce que tu viens avec des choses passées, Bolex et medium format et tout ça, et que tu fasses des journal d'hier du son. Donc, tes impressions, comme c'est la cité. Et après une semaine, il rigolait qu'il va mettre un bracelet avec l'adresse de Ceylandia, comme quoi. Après une semaine, tu vas à Ceylandia. Mais le processus de faire Era uma vez Brasilia, ça commence là. Il m'a dit qu'il voudrait que je fasse l'actuation et pas la direction de photo. Donc, je pensais dans ce personnage qui arrive à Brésil et tout ça. Donc, mon rencontre avec la cité commence comme ça. J'ai désisté après 2 jours. Je l'ai appelé. Je me dis, cette cité, c'est impossible. Si tu n'as pas une voiture, tu peux rien aller. Mais j'ai pris beaucoup des images. Donc, avec nous, c'était toujours, je crois,
on discutait beaucoup la fiction scientifique, on discutait beaucoup cette relation avec les cités, l'appropriation du territoire, l'architecture moderne. J'étais vraiment intéressée en ce moment-là sur les hôtels modernistes que les Portugais avaient construits au Mozambique dans les derniers jours des colonies, donc quand c'était complètement évident pour tout le monde qu'on perdait la guerre coloniale, les Portugais sont mis à construire des gros hôtels modernistes. C'était complètement une hallucination de prendre à travers l'architecture moderne cette appropriation du territoire. Donc on parlait beaucoup de ça. Et je crois que je laisse Adèle parler, mais je crois que cette relation, tu vois dans mon film, il y a des images austères de Brésil et des bâtiments et tout ça, mais Adèle, parce qu'on était en train de tourner era une mauvaise Brésil, et je disais, bon, j'ai ces images que j'ai prises au Cap-Vert, je crois qu'il y a une relation avec Brésil et je voudrais faire un film, mais je ne sais pas ce que je fais, donc quand on ne tourne pas pour ton film, peut-être on peut aller ensemble au Brésilien. Donc je tournais de ces images vraiment formalistes, et Adèle criait tout le temps comme dildo, te réveille-toi, Valium, tout le monde dans cette cité prenne Valium et tout ça. Donc il y a toujours cette relation, je crois que même quand on tourne là, je crois qu'on a les deux cette, je ne sais pas comment dire, cette méfiance de cette cité, que c'est très génératif aussi. Então, vou tentar falar mais lento mesmo, assim, sabe? Porque eu tenho um problema sério também, que eu só consigo pensar rápido. Então, c'est super difícil de pensar lento. Alors, je vais essayer de parler plus lentement, mais j'ai un problème parce que je pense très très rapidement, donc c'est difficile pour moi de parler lentement. Porque eu acho que quando eu penso lento, eu dou sono pensar lento, é isso. Oui, donc si je pense lentement, voilà, je Aí eu vou m'endors. tentar falar um pouco mais mediano, assim. Então, eu acho que a relação de Brasília tem muito a ver, eu acho, sabe com o quê? Assim, a minha relação com Brasília sempre foi uma relação de disputa, sempre foi de disputa. Por conta que a gente mora na cidade de satélites e teve todo um processo da construção da cidade de satélites, que foi um processo muito opressivo. En fait, ma relation personnelle avec Brasilia a toujours été une relation de dispute, de désaccord, parce que moi j'habite dans une ville satellite et qu'on a toujours été méprisé, laissé de côté. Para mim, Brasília sempre foi uma projeção holográfica, na verdade, sabe? Aquela coisa que parece que é uma imagem que está ali construída, assim, que a gente não andava em Brasília. A minha geração não andava em Brasília. Minha geração passava por Brasília só. Et donc Brasilia, pour nous, pour les gens de ma génération, c'est vraiment resté une image. On avait la représentation des photos, mais on n'y allait pas. On ne faisait que passer autour de Brasilia. A gente ia para o trabalho, estava trabalhando, dormia, acordava, via Brasília e sumia, era isso. Donc on travaillait, on se réveillait, on allait à Brasilia, on revenait. Enfin, c'était tout, ça s'arrêtait là. Então, assim, eu sempre achei realmente Brasília uma cidade muito opressora, sabe? Assim, em todo sentido. A construção dela, aquilo que eles acham de bom gosto em Brasília, para mim é o que é mais oprimido, né? Uma cidade branca, fálica, dispersa, né? En fait, Brasilia, pour moi, c'était toujours une ville très, très oppressive, opprimante, parce qu'effectivement, cette image de blanc, cette architecture aussi phallique, etc., pour moi, c'était pas supportable. Então, assim, a gente nunca teve esse respeito com Brasília, muito pelo contrário, assim, o que movia a gente era o desrespeito com Brasília, o que movia a gente era a possibilidade de arrumar uma briga em Brasília. Et en fait, on n'a jamais respecté Brasilia. Ce qui nous animait, en fait, c'était de pouvoir se disputer avec Brasilia. E a gente, eu lembro, quando a gente mais novo, assim, a gente ia pro show em Brasília, pros bailes lá, baile não, era um show, né? E a gente ia com 6, 7 pessoas pro show. Et sempre arrumava uma briga. Alors, quand on était jeune, on allait effectivement une bande de 5-6 à Brasilia pour aller au bal, pour aller au show, mais toujours, on finissait par faire une dispute, par foutre le ouai. E também eu acho que o cinema que foi surgindo em torno de Brasília, que obviamente tem coisas boas também, né? Tem imagens boas, mas o que foi surgindo sobre Brasília era justamente essa ideia dessa Brasília como esse lugar da união das classes, né? Essa ideologia que é Brasília, uma ideia de um arquiteto comunista, blá blá blá, né? Essa coisa toda, mas a essência de Brasília é uma essência de extrema exclusão de gente que veio do Brasil todo, né?
está falando de tempo no Brasil em que as pessoas saíam das suas casas para construir Brasília, elas sumiam, desapareciam. Donc en fait, cette relation qu'on a avec Brasilia qui a quand même été construite dans une idéologie effectivement communiste, de partage, de ville qui allait représenter l'Union. En fait, on n'a jamais été d'accord, on se sentait toujours exclu, même s'il y a eu aussi des films qui montraient cette image positive de Brasilia. Eu acho que a relação com Brasília e Ceilândia é muito isso, né? Ceilândia é uma espécie de eu nem sei se pode usar essa palavra hoje em dia, né? Mas Ceilândia é uma espécie de um aborto territorial, sabe? É o primeiro aborto territorial, assim, vamos dizer, de uma ideia. Eu acho que tem uma coisa muito violenta que foi construída em torno da gente, da minha geração. Então, isso também move todo esse pensamento de cinema, eu acho, assim, sabe? Então, quando a gente foi fazer o Era Uma Vez, fazer A Cidade é Uma Só, a única coisa que a gente divertia era isso, assim. Falei, cara, a gente tem esse dinheiro aí, dá pra pagar todo mundo, dá pra gente beber muito, e dá pra gente tocar o terror. Era isso, assim, que a gente queria, sabe? Queria avacalhar muito com essa ideia, assim, de Brasília. Avacalhar muito com qualquer construção de diretores de Brasília, ou dessa falsa harmonia que existe, dessa violência estética que existe, e a gente não queria fazer parte desse tipo de cinema que era, vamos dizer assim, alinhado com um modo muito perverso de pensar. Porque o elogio a Brasília trazia também, mascarava também toda uma violência qui foi feita com 33 cidades ao redor. Et en fait, Ceilândia, donc la ville satellite où j'habite, on peut considérer que c'est une espèce d'avortement territorial, hein, puisqu'on a été complètement rejeté. Donc lorsqu'on a eu cet argent donc, pour faire le film sur Brasilia, en fait, on n'avait qu'une idée, c'est de pouvoir effectivement lutter, exprimer notre désaccord et lutter contre cette image qu'on a fait circuler toujours d'une ville moderne, accueillante et qui inclut, alors que pour nous, elle était extrêmement, elle nous excluait, donc c'était extrêmement violent. Et on s'est dit, ça y est, on va avoir de l'argent, on va pouvoir y aller, faire notre film, et boire, et manger, et fumer, etc. Et, excusez-moi, un peu foutre la merde là-dedans, contre cette image qu'on a toujours, bien sûr, saluée, célébrée de Brasilia, en fait. Que eu acho também tem muito isso, né? Porque quando a gente está fazendo um certo tipo de filme, que a gente está jogando aquele jogo de um certo cinema independente, de um certo cinema sem dinheiro, é tudo uma conversa fiada, né? Porque quando a gente pega esse dinheiro, a primeira coisa que faz é um alinhamento com a instituição. E eu não entendo como é que a gente, com a chance de desalinhar a instituição, a gente está alinhada com a instituição, entendeu? Porque eu acho que o cinema, por excelência, é anti-status quo, né? Qualquer cinema é anti-status quo, ele não teria essa força. O cinema que é alinhado à instituição é publicitário. E os filmes sobre Brasília, em geral, são filmes publicitários. Et en fait, quand on a fait toutes ces discussions sur les possibilités, sur les aides qu'on a données, avec effectivement des budgets assez bas, mais aussi on a parlé de cinéma indépendant, pour moi tout ça, ça n'a absolument aucune valeur. Parce qu'à partir du moment où vous avez effectivement de l'argent, même si c'est peu, pour faire un film, en fait, vous faites aussi un cinéma qui est complètement aligné par rapport à ce qu'on attend. Donc, mon désir à moi, c'était ça aussi de déconstruire cela et effectivement de ne pas, parce qu'on a eu des aides, justement s'aligner à l'image qu'on attend. Acho que é isso. Acho que é isso. Alors comme il n'y a pas eu de débat à l'issue des projections, l'idée c'est de laisser le plus de temps possible pour un débat avec le public après. Et donc une question que je voudrais vous poser, c'est qui a vu Matou Seco en Chamas dans la salle? Pour savoir si on remonte un extrait ou pas. Et je pense que ce sera pas nécessaire du coup, ce qui nous fait gagner du temps. Et donc pour prolonger sur la construction d'un territoire, dans Era Uma Vez Brasília, vous travaillez ensemble, vous filmez Brasilia depuis Ceilândia. Dans Matou Seco en Chamas, vous construisez un espace-temps propre dans la ville de Sol Nascente. Aujourd'hui, c'est une ville, comme je disais en introduction du film, à l'époque, c'était un quartier. Donc une zone autoconstruite dans les confins de Ceilândia, qui est extrêmement récente. Et quand je dis que vous construisez cet espace, c'est que vous avez littéralement loué un terrain pour installer, construire le décor qui a largement dépassé sa fonction de décor de la raffinerie de pétrole.
Et donc, en partant de cette question de décor, en fait, de comment on acquiert un espace et surtout comment on le peuple sur le temps long, parce que vous y avez passé plus d'1 an, presque 2 ans, si je me trompe pas. J'aimerais que vous nous parliez un peu de votre principe de création cinématographique, qui est l'ethnographie de la fiction, et en quoi l'ethnographie de la fiction fait à la fois corps avec cet espace que vous avez choisi dans Mato Seco et Chames, mais également fait corps avec l'histoire et le désir de narration de vos interprètes, Leia, Chitara, Andrea, notamment. Comment commencer ce travail du cinéma pour allier une fiction discursive, narrative, et en même temps une fiction qui naît vraiment de l'espace et de ses potentialités. Bon, peut-être ça, peut-être ça peut être un peu plus en dialogue, parce que je crois que ça se relationne un peu avec ce que je parlais, de diriger, de notre travail ensemble a été commencé dans cette idée de diriger le personnage, l'équipe et des acteurs et de créer comme un ensemble de croissance et une narration. Adèle m'a dit que j'étais une actrice horrible, donc il faudrait que je faisais la photo, mais pour moi, d'après quelques mois, c'était clair que dès le début, c'était son intention. Et je crois que cette façon de construire une histoire ensemble, dont tout le monde joue du son à la photo, à la direction, aux acteurs et la vie, tout le monde joue dans une croissance, dans une performance. Je crois que c'est ça qu'on essaie de mettre en place. Donc, quand on filme pour 1 an et demi, la performance de faire le film tous les jours dans la vie, la réaction à l'urgence du quotidien des gens, de la politique, de la vie de la cité, de ce qui arrive, c'est comme indissociable du mouvement de penser qu'est-ce que c'est ce film qu'on fait ensemble. Donc tu parlais de du terrain qu'on a loué pour faire. Dès le début, on savait qu'on voudrait construire une plateforme de pétrole au sein de la chaîne, mais on savait pas du tout comment y arriver. De même façon qu'on a dit dès le début, on veut faire un film d'où il n'y a pas une ligne divisoire entre documentaire et fiction, et on ne savait rien de comment y arriver. Donc, ces deux choses, c'était comme que les lignes d'où on s'orientait. On doit trouver du pétrole et on doit trouver une façon de faire un film d'où tu ne sais jamais où t'en es quand tu le vois. Parce qu'on parlait beaucoup quand on venait de faire des films qu'on pensait qu'il y était la discussion, c'était toujours c'est réalité, c'est pas réalité, c'est réalité. Donc on voudrait compliquer ou jouer un peu plus avec ça. Donc on a trouvé cette terrain et en fait la première plan qu'on a filmé là, c'est maintenant à la fin du film, c'est quand la personnage principale Chitara elle entre, il y a du corn, milho, du maïs. Il y a du maïs partout. Et quand on parlait l'autre jour, et je termine pour qu'Adèle parle aussi, mais on parlait l'autre jour que quand on a commencé à tourner là, les gens étaient toujours sur les murs en voyant le tournage, parce qu'on a parlé avec tout le monde, on a dit, bon, on fait un film, c'est du cinéma, mais là, c'est une partie de son chaîne d'où la police n'entre pas. Donc, c'était comme qu'on on a parlé avec tous les voisins, on a expliqué, les gens étaient vraiment curieux sur ce qui se passe. Mais nous sommes 5, il y a beaucoup, nous sommes pas une équipe plus
Et on parle beaucoup. Il y a des jours qu'on parle seulement. On y va et on y parle. On parle avec la directeur d'art. On pense comment le pétrole peut fonctionner. Tous les acteurs sont sur le set, mais peut-être on ne filme pas. Donc, depuis 18 mois, les gens n'étaient pas du tout intéressés au cinéma. Ils pensaient que c'était vraiment boring, rien ne se passe. Il y a un jour, à la fin, quand on tournait le dernier jour de la plateforme, qu'un voisin a venu et il a dit « On a tout compris. Vous ne faisiez pas de cinéma, vous avez vraiment trouvé du pétrole. Donc, nous sommes rendus ensemble et comme vos voisins, on voudrait un coup dans le... they wanted a cut on the payment we were getting for the oil we were taking. Donc, je crois que c'est comme quand le film peut se tourner dans une hallucination collective, que dès le son, la photo, les acteurs et les voisins, tout le monde croit qu'on peut trouver des pétroles en Chine, on peut commencer cette économie parallèle. Je crois que c'est ça qu'on cherche dans le mouvement de faire des films. Et, pardon, c'est une chose... depuis longtemps, les gens sur la chaîne n'avaient pas vu le film parce que Brasilia, c'est comme 1 heure, c'est un long voyage. Quand la première a été faite au Festival de Brasilia, seulement quelques personnes sont venues. Les gens n'ont pas de voiture et tout ça. Donc, pour un an et demi, jusqu'à un moment dans le film s'est passé en télévision, les gens ne l'ont pas vu. Mais on tourne toujours là, donc on est là beaucoup et les gens nous stopped us on the street, comment dire, nous arrêtaient dans la rue et nous disaient non, j'ai vraiment aimé le film, c'est super. Et on disait qu'est-ce que c'est ton plan favori, ton scène favorite. Et il disait une chose qui n'est pas du tout dans le film. Donc, cette relation aussi comme que créer un imaginaire et un narratif qui est plus grande. Bon, le film, c'est trop long, mais 2h30, mais c'est plus grand que ces 2h30, cette relation avec une performativité qui arrive au cinéma, mais aussi dans l'espace de la rue, ça devient très important. Aussi dans cette relation avec territoire, faire du cinéma, le mode et comment faire du cinéma, qu'est-ce que le mode de production que tu vas employer pour faire ce genre de cinéma-là. Então, eu fico pensando assim que podia ser massa a gente tentar adivinhar sem entender, sabe? Ouais. Je pense que ce serait très génial justement de pouvoir deviner sans rien comprendre. Porque eu acho que tem muito a ver com o filme, assim. Parce que ça a beaucoup à voir avec le film en réalité. Acho que eu ficasse ouvindo em francês e acho que era talvez, né? Fico lembrando dos filmes que a gente fez, os filmes musicais que a gente fez. Eu volto aqui eu volto à tua pergunta. Mas nos filmes musicais que a gente fez, tinha no Branco Sai, tinha um monte de música em inglês, né? Só que a gente não fala inglês. Uhum. E aí a gente ficava ouvindo aquelas músicas lá e tal, pô, que música foda do caralho, assim, todo mundo curtindo pra caramba. E tem a música do Charlie, né? Aquela que tem uma música, dentro do filme tem uma música que é, não sei se do cachorrinho, Charlie. Uhum. Mas a gente nunca soube que a música era pro cachorrinho. Que era a música do baile, a gente ia dormir, dançar, né? E chegava lá, ia dançar com a galera. E quando a gente foi fazer a tradução, a gente descobriu que era de um cachorrinho, foi uma decepção, assim, na verdade. Bon. Excusez-moi parce qu'il est vraiment drôle, il y a peut-être des gens qui comprennent directement, mais alors je vais traduire. Oui, parce qu'il disait c'est intéressant de deviner sans comprendre, puisqu'il se référait, puisqu'il entendait aussi Joanna parler en français. Bon, voilà, il fait confiance à ma traduction, mais bon. Alors, il revient en arrière, mais il va reprendre la question de Claire, en disant que quand il était jeune, il écoutait bien sûr des musiques anglaises. Évidemment, il ne parlait pas l'anglais, il ne comprenait pas les paroles, et même des musiques sur lesquelles il dansait, fait qu'ils aimaient bien la musique de Charlie et tout. Et un jour, lorsqu'on lui a traduit effectivement les paroles de la chanson, il s'est rendu compte que c'était pour un petit chien. Donc la déception totale des rêves dans lesquels il avait vécu jusque-là. Voilà. Et il va revenir à la question.
Não, porque eu acho que é isso, assim, porque acho que essa coisa de pensar, pra mim, assim, de pensar essa história do filme que a gente faz, sempre teve a ver do não entendimento. Daquilo que a gente nunca entendeu, na verdade, sabe? O que move a gente estar em set, o que move fazer os filmes, é que a gente não entende nada. Sabe? É uma curiosidade permanente, sabe? Aquela curiosidade de estar sempre querendo achar as coisas, nesse desespero de achar as coisas. E eu acho que, então, às vezes, a falta de tradução é muito bom, na verdade, sabe? O não tradutor, nesse sentido, obviamente, com todo respeito, assim, com respeito. O não tradutor é muito bom, porque pelo menos a gente fica olhando por olho das pessoas, assim, sabe? Aquele olhar paralelo, assim, porque é angustiante quando você não consegue olhar para uma pessoa, sabe? Assim, é angustiante quando você não consegue ouvir uma pessoa, assim. Então, é muito mais massa adivinhar o que está acontecendo, né? E o adivinhar é massa, porque tu constrói a tua história, velho. A minha história é essa, assim, sabe? Vou adivinhar que Ceilândia é assim. Vou adivinhar que o cinema é assim. Quando a gente tenta adivinhar o que é cinema, é muito mais massa. Aí, quando tu fala bem assim do Mato Seco, né? Eu acho que eu e Joana entrou numa adivinhação, cara. Que a gente chegou, não era isso, talvez? A gente tava pirado, assim, numa adivinhação. Não sei se eu não entendendo porra nenhuma, mas eu vou falar mesmo assim. A gente tentava entender essa adivinhação no sentido dessa confusão que é o espaço. Aquele espaço que já é catalogado não serve para nada, velho. O espaço catalogado já foi feito um filme sobre isso. O espaço que a gente adivinha, o que a gente pensa que pode ser, poderá um dia ser um filme, sabe? Estou falando, não dá, né? C'est pas très grave, mais je comptais sur mes deux aides. En fait, il dit ce qui le motive pour faire le film, c'est justement ce qu'il ne comprend pas. Et effectivement, quand ils sont sur le tournage, c'est des discussions. En fait, les discussions qu'ils peuvent avoir sont toutes aussi importantes que le film. Et ce qu'il aime bien, c'est justement deviner ce qu'il ne comprend pas. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y aurait même pas besoin de traduction, avec tout le respect qu'il me doit, parce que c'est plus intéressant de regarder quelqu'un et d'imaginer, effectivement, tenter de comprendre qui il est, ce qu'il fait, etc. Et donc, pour en revenir aussi à Ceilândia, on se demande toujours qu'est-ce que c'est, Brasilia, qu'est-ce que c'est, c'est l'éternelle question. Et du coup, ça enclenche tout à fait un imaginaire, puisque chacun va trouver une réponse aux questions qu'il se pose. Mas, assim, essa relação do adivinhar, né? Eu sempre achei que é justamente isso, assim, porque a gente também não sabe direito o que as meninas estão falando, né, Joana? A gente não sabe o que as atrizes estão falando. En fait, il dit, moi je ne sais pas non plus ce que c'est que le cinéma, je ne sais pas de quoi on parle, je ne sais pas de quoi les acteurs parlent, donc il faut toujours deviner, essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire. E muito menos ela sabe o que a gente está falando. E muito menos ela sabe o que a gente está falando. Oui, et en plus on ne sait pas qui est en train de parler. É terra de doido. Et donc on devient complètement... Porque você entra aí, eu acho que, de novo, aí eu acho que tem uma possibilidade de cinema. Et c'est là, en fait, que naît la possibilité du cinéma. Porque a gente tem que, não é racionalizar sobre um pensamento institucional. Donc, il ne s'agit pas de raisonner sur une pensée institutionnelle. Porque é muito fácil falar de progressismo, de antirracismo, de decolonialismo, de todas essas palavras, quando elas já estão catalogadas. Donc, en fait, c'est très facile de parler de toutes ces, de racisme, d'anticolonialisme, etc., de tous ces mots qui sont déjà catalogués. Hein, on sait déjà ce que signifie. Eu acho que é muito fácil a gente falar que nós somos cinema brasileiro, como assim, uma discussão de cinema brasileiro, somos anti-Bolsonaro, antifascista, porque também já está catalogado. Donc en fait, c'est très, très facile aussi de dire, nous, c'est le cinéma brésilien, on est anti-bolsonariste, on est antifasciste. Ça aussi, c'est une façon de nous cataloguer. Porque na prática não é isso. Na prática a gente vai viver com as pessoas 3, 4, 5 anos, onde vai gerar uma relação de trabalho, onde as pessoas vão trazer os problemas de trabalho dela pra gente, e a gente vai viver um mundo que é esse mundo do conflito, esse mundo assim, só vai existir contradição. Esse tipo de cinema que a gente faz, ele é por excelência um cinema de contradição. Se a gente negar essa contradição que existe, esse cinema não existe. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on passe 3, 4, 5 ans à travailler avec des gens, donc des relations professionnelles, et forcément, bien sûr, il y a des conflits, et il y a des contradictions, et c'est justement ça ce qui nous intéresse, parce que justement, sans ces conflits, sans ces contradictions, le cinéma n'existerait pas. Como é que a gente pode ser racional num filme em que mais de metade da população está encarcerada? Em que 3 ou 4 gerações estão encarceradas. Como é que a gente pode ser racional? E como é que o cinema deveria ter vergonha de chegar num lugar desse de forma racional? Comment est-ce qu'on peut être rationnel dans une ville où plus de la moitié de la population en fait, se trouve en prison, donc simplement c'est pas possible, on ne peut pas raisonner à partir de là. Então eu acho que é isso assim, eu acho que essa relação com o território tem a ver com essa constante descoberta
do que esse território. O território se ressignifica a cada dia, ele cresce a cada dia. O resto é só, eu acho que o resto é uma memória institucional, entende? E essa memória institucional, eu acho, ela é, por excelência, muito perversa. Ela é perigosa, assim. A memória é aquilo que alimenta a gente, eu acho, mas também é aquilo que oprime qualquer possibilidade de luta. Et en fait, ce territoire dans lequel on vit, enfin, il change constamment, il évolue avec les gens, et il est en dehors du territoire institutionnel tel qu'il est représenté, enfin, de façon générale. Et donc, ça ne peut pas, enfin, ce territoire institutionnalisé tel qu'il est représenté et accepté, en fait, il nous opprime parce qu'il ne correspond pas à la réalité de ce qu'on vit. Alors j'ai une ultime question justement pour rebondir sur cette question de resignifier le territoire dans le temps et aussi reprendre deux mots qui reviennent beaucoup dans vos interventions, la question de la performativité par l'image, avec l'image dont tu parles, Joanne. Et à Jirlé, c'est plutôt tocar au terror, foutre le bordel. Dans deux de vos films, dans A Cidade o Maço, dont vous venez de voir un extrait, et dans Matusse com Chamas, vous avez filmé un moment d'élection fictive, d'une part d'Ildo, comme je disais, avec le parti de la Correria Nacional, qui pourrait être traduit comme le parti de la course nationale, et Andrea et son groupe, qui est le parti des peuples prisonniers, le parti dos povos presos, do povo preso, qui est les mêmes initiales que Pier Paolo Pasolini, soit dit en passant. Mais ce qui est très fort, c'est non seulement que vous avez occupé l'espace en filmant sans couper les routes, sans prévenir la population qu'il s'agissait d'élections fictives, mais que ces élections fictives rencontraient à chaque fois des élections réelles. Donc je voudrais que vous nous parliez de ça, surtout d'ici dimanche. On a besoin d'aide. Est-ce qu'on peut créer un parti fictif d'ici dimanche? Mais surtout, est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça resignifiait de votre rapport à la ville, ces scènes-là spécifiquement d'intervention dans l'espace public avec cette politique en action, mais politique fictive? Tu vai falar primeiro, mas eu queria colocar posso colocar uma questão? Não, só uma questão que eu vou colocar. Stop.